travail affecte votre état de santé physique et psychologique, vous êtes stressé, vous avez des objectifs trop élevés à atteindre, votre charge de travail est trop importante, et vous pensez que votre activité professionnelle est à l'origine de votre mal-être, il est fort probable que vous fassiez un burn-out. Nous avons aujourd'hui 2 personnes qui sont passées par là et qui souhaitent apporter leur témoignage. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Quel était votre ancien métier? Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 54 ans. Mon métier de base était secrétaire médicale. J'ai exercé cette profession pendant 18 ans dans le même établissement, mais dans plusieurs postes avec plusieurs chefs. Et dans les dernières années, j'ai été amenée à m'éloigner beaucoup de ce métier en fait, qui était vraiment dans mes aspirations personnelles, donc d'être près des gens, d'être dans le soin. Les dernières années, j'ai surtout fait de l'encadrement de personnel, de la planification. On appelait mon bureau un petit peu le bureau des pleurs. Et j'ai fait aussi des entretiens d'évaluation du personnel, mais en même temps, je faisais le même métier que ces personnes. C'était extrêmement compliqué et certainement pas du tout dans mon tempérament, dans mes aspirations. C'était du jugement, de la catégorisation, de la notation, tout ce qu'au final je déteste dans la vie. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 35 ans, je suis marié, père de famille, et j'étais jusqu'ici éducateur spécialisé. Un burn-out vous a été diagnostiqué. Quelle est pour vous votre définition du burn-out? Le burn-out, c'est pour moi un total écroulement de la personne, une perte totale de sa personnalité. On n'a plus du tout l'énergie, le goût ou les moyens de prendre les bonnes décisions, de prendre même les décisions pour son entourage. On n'est plus soi-même. Et puis surtout, il y a une notion dont on parle rarement, c'est la notion d'urgence. On sent que quelque chose au fond de nous devient urgent, l'urgence d'un changement, l'urgence que ça s'arrête. Alors effectivement, suite à un test de Malsach, le test en fait référence chez les psychologues et les psychiatres pour le burn-out, a décelé effectivement que j'étais en situation d'épuisement professionnel. Pour moi, le burn-out, c'est tout simplement le moment où plus rien ne peut être ingéré par notre esprit, en fait, où on est vraiment dans une situation de total dépassement à tous les points de vue et où on peut de toute façon ne plus être à ce qu'on fait, peu importe le métier. Voilà, pour moi, le burn-out, c'est ça. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que tout est brûlé de l'intérieur. Donc là, je me suis vraiment, sans m'en rendre compte, retrouvé dans cette situation. Alors, est-ce que vous connaissez le concept de charge mentale et est-ce que vous vous sentez concerné par ce concept? Alors oui, le concept de charge mentale me parle. Pour moi, c'est quand, encore une fois, trop de choses à la fois occupent notre esprit. Quand on est sur tous les fronts et qu'à un moment, on n'arrive plus du tout à gérer parce que notre esprit est justement englué dans toutes ces réflexions à tous les niveaux. Et je me sens concerné, je me suis senti concerné notamment au moment où j'ai réalisé que j'étais en burn-out totalement. Oui. Et du coup, selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre burn-out et harcèlement au travail? À un moment donné, quand on est en burn-out, en fait, c'est pas forcément très soudain. Ça vient au fur et à mesure des semaines, des mois, peut-être une année au complet, je pense. Et on ne sait plus trop s'il s'agit de harcèlement ou s'il s'agit vraiment de nous-mêmes. On est très perdu. Toutes les attitudes, toutes les réflexions des chefs de service, par exemple, ou des collègues, peut-être qu'on les prendra moins bien parce que justement, on n'est pas dans un bon état d'esprit. Et inversement, quand vraiment on est harcelé, je pense qu'on ne sait plus faire la part des choses. Donc effectivement, maintenant, avec du recul, je pense que parfois, j'ai eu vraiment des situations de harcèlement qui étaient insidieux, qui étaient, je vais dire, mielleux pour certains chefs de service. Et on ne sait plus du tout faire la part des choses. Donc on est tellement perdu qu'on n'est pas capable de prendre le recul et de se dire oh là là, non, il ne pouvait pas me dire ça ou elle ne pouvait pas faire ça. Ça peut. Pour moi, c'est pas obligatoire. Pas toujours des situations de harcèlement. Il est parfois des situations où le métier dans lequel on exerce, l'entreprise dans laquelle
on exerce tout simplement une pression de rentabilité sans forcément délibérément harceler les employés. C'est pas toujours lié, mais en tout cas ça peut l'être, et dans mon cas, pour moi ça l'était très clairement, notamment avec mon nouveau cadre de proximité. Pour moi il était vraiment question de harcèlement, et le burn-out était directement lié à cette situation de harcèlement. Et pensez-vous que notre génération est plus sujette au burn-out ? On entend souvent que le burn-out, c'est le nouveau mal du siècle. Qu'est-ce que vous pouvez apporter sur ce point par votre expérience ? Alors, effectivement, les conditions de travail ont évolué ces dernières années. Donc, une part de moi pense que c'est effectivement inhérent et intrinsèque à notre génération, à nous. Pour autant, j'ai un peu du mal avec certains discours qui prétendent que c'est la dernière mode du moment, donc je suis un peu partagé sur la question. Je pense que par le passé, d'autres personnes, bien avant que ça soit reconnu comme maladie professionnelle, bien avant que ça puisse être diagnostiqué, d'autres personnes ont vécu ces situations de trop-plein, d'épuisement professionnel. Sauf que c'était pas forcément mis en avant, c'était pas forcément diagnostiqué. Donc je suis un peu partagé sur la question. Quelque part, je pense que c'est vraiment quelque chose de moderne, d'assez récent, parce que les conditions de travail ont changé, parce que c'est de plus en plus la course à la rentabilité, quitte à multiplier les heures de travail, quitte à mettre la pression un peu sur les employés, quel que soit le domaine de compétences. Et puis d'autre part, je trouve ça un petit peu... c'est parfois un argument pour décrédibiliser tout ça. Donc je suis un peu dans cet entre-deux sur cette question. Et comment est-ce que le burn-out s'est manifesté chez vous ? L'origine de ce burn-out est en même temps du travail et de la famille. Je pense que tant que dans ma famille ça allait bien, le travail pouvait aller un peu moins bien et inversement. Et puis il y a 4 ans, il y a deux événements vraiment importants dans ma vie, touchant mon mari et ma fille, m'ont vraiment beaucoup bouleversée. Et du coup, j'ai perdu complètement pied. Donc, dans un premier temps, je me suis mis la tête dans le guidon au travail pour essayer d'accepter de vivre, de survivre à ces événements. Et puis, la tête dans le guidon, c'était plutôt le vélo droit dans le mur. Alors, c'est difficile à dire. Alors, moins aujourd'hui, parce que j'ai du recul sur le sujet. Mais c'est difficile de vraiment... faire part aujourd'hui de comment j'ai réalisé tout ça, parce que c'est plutôt mon entourage en fait qui m'a fait réaliser que j'étais dans le trop plein. Mais c'est tout simplement alors plus de tristesse, plus d'irritabilité, supporter beaucoup moins les choses, et notamment à la maison, mais c'était dû à ce qui se passait au travail, hein. Donc ça s'est manifesté plutôt comme ça, c'est-à-dire cette impression de surnager, de pas réussir à être à ce que je faisais, de rentrer avec une impression de frustration en me disant j'ai passé 8 heures au boulot loin de ma famille, et au final j'ai rien fait de productif, j'ai été à côté de mes pompes, plus de tristesse, de regret, et encore une fois d'un peu d'irritabilité, ce qui me ressemble pas forcément trop à la base. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces signaux-là qui m'ont fait me rendre compte un petit peu de ce trop-plein, de cette fatigue, de cet épuisement professionnel. Et à quel moment avez-vous pris conscience de votre mal-être ? J'en ai pris conscience grâce à mes proches, en fait. Moi-même, je suis pas sûr d'avoir bien réalisé. Il a fallu que mes proches et mon corps me parlent. Donc, je dirais que c'est quand même grâce à eux. Grâce à mes proches et grâce à mon corps que les choses se sont vraiment formalisées à ce niveau-là. Et notamment mon épouse qui au quotidien a senti, elle, de l'extérieur, ce changement. Quand on a le nez dans le guidon, on a du mal à réaliser tout ça, et je pense que c'est elle vraiment qui m'a alerté sur ce mal-être que je réfutais un petit peu, je pense. Donc c'est souvent dans des situations de burn-out qu'on peut considérer que la personne ignore l'état dans lequel elle se trouve. Et vos managers, vos collègues, est-ce qu'ils vous ont aidé ? Dans le travail, j'ai été beaucoup écoutée par un de mes chefs,
Donc j'avais plusieurs chefs, donc d'où aussi la difficulté de s'en sortir. Et puis donc vous avez un chef dans un poste, un autre chef dans un poste. Quand ça va pas, on fait appel au grand chef, mais non, parce que c'est plutôt la DRH qui doit venir, ou c'est la DRH qui se déplace. Et puis voilà, en fait, on vous renvoie d'un petit chef à un moyen chef, à un grand chef. Et au final, vous vous rendez compte, quand vous voulez vraiment vous sortir de la situation professionnelle où ça va plus du tout, que c'est finalement le grand chef national et puis surtout l'argent qui contrôle tout. Donc dans ma situation, j'ai été beaucoup écoutée donc par un de mes chefs, écoutée seulement, mais je pense qu'il n'a pas vraiment joué son rôle de chef jusqu'au bout. Il aurait dû vraiment m'aider, mettre le point sur la table, demander une réunion pour mon cas, faire quelque chose de plus concret. Donc ça n'a pas été fait, mais l'écoute était là. Et puis pour une autre chef, je pense que honnêtement, maintenant avec le recul, je pense que ça l'arrangeait que je m'en aille. Et la DRH m'a seulement dit que pouvoir partir dans des conditions décentes pour moi, ça chiffrait trop. En fait, je coûtais trop cher pour mon départ. Donc globalement, la situation a été réglée par ma démission, parce que j'étais tellement en urgence que je savais vraiment il fallait que je sauve ma peau. Et donc j'ai démissionné, j'ai demandé à raccourcir mon préavis pour subir seulement un mois de préavis, ce qui était déjà très très long. Et heureusement que j'ai fait ce choix vraiment, même si financièrement ça a été compliqué. En tout cas, je suis là. Alors mes managers, certainement pas. Puisque ce burn-out et ce mal-être professionnel vient de mes relations, des relations que j'entretenais avec eux. Mes collègues, pas tous, certains, qui m'ont alerté également. Alors pas mes collègues directs, ce qui est encore plus curieux, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais qui sentaient bien que voilà, j'étais à côté, et que ça n'allait pas, et qui ont vu un peu cette évolution, cette évolution négative en fait de mon comportement, et qui m'ont conseillé plusieurs fois d'aller voir mon médecin, de me mettre en arrêt, etc. Donc mes managers, non, très clairement pas. Mes collègues directs, encore moins. Et puis certains collègues indirects qui étaient dans d'autres services, qui eux s'en sont rendus compte, et oui, m'ont conseillé plusieurs fois de voir mon médecin pour ça. Et est-ce qu'il y a eu un élément ou un point de non-retour qui s'est manifesté? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que pour vous c'était le trop-plein? Donc il y a eu vraiment 3 événements. Maintenant avec le recul, j'arrive vraiment à voir ça nettement. Un premier événement un matin où je me suis levée chez moi. J'étais en pyjama et j'étais en train de faire mon petit déjeuner et j'ai senti que je ne pouvais pas aller au travail. Mais c'est vraiment ça en fait. Et pourtant j'étais du style à dire oui, celle-ci, celui-là, il va pas au travail, mais non, on peut toujours. Non, on peut pas. En fait, ce jour-là, on peut pas. On se lève, on n'a plus d'énergie, j'étais en pleurs, j'arrivais pas du tout, mon esprit pouvait plus, enfin mon corps en fait ne pouvait plus du tout écouter mon esprit. Et non, c'était impossible. Donc ce jour-là, j'ai passé un petit coup de fil à mon mari, j'étais en larmes et lui m'a dit non, non, de toute façon, tu restes à la maison. Et je suis allée voir mon médecin traitant et il me semble qu'elle a dû me prescrire du très gentil Stresam, qui n'a pas du tout arrangé la situation. J'en ai pris 3 jours. Et puis au bout de mon arrêt maladie, je suis retournée. Ensuite, une autre situation où vraiment j'ai senti que je pouvais plus continuer. C'était une grande réunion, alors avec le président vraiment national qui est venu. Donc j'étais dans un établissement de santé et ce président est quand même quelqu'un nommé par le gouvernement, personnage très important. J'étais même à côté de lui à cette réunion. Et à cette réunion, j'étais au milieu de ces personnes qui étaient parfois mes collègues, parfois donc ces collègues un peu plus éloignés qui étaient des Parisiens très habillés, très apprêtés. Et je me suis sentie plus appartenir à cet environnement, plus appartenir à ce genre de personnes et surtout ne plus avoir envie d'appartenir à ce genre de personnes. J'étais comme au-dessus de cette salle de réunion. Je me suis sentie flotter comme... C'est vraiment bizarre comme sensation, mais je promets, j'ai vraiment eu l'impression d'être comme un petit nuage au-dessus de ces personnes et de les observer et de me dire, mais quelle bande d'andouilles, quelle bande d'idiots,
qu'est-ce qu'ils ont, enfin, ça sert à rien ce qu'ils disent, ça sert à rien ce qu'ils font. Voilà, donc je me sentais comme ça. Je pense que j'aurais très bien pu ce jour-là enfiler, vous savez, le costume du petit canari là qui vient quand il gagne au loto et dire au revoir président. Je crois que c'était vraiment ce qui me correspondait le plus ce jour-là. Et puis la troisième situation vraiment qui est beaucoup moins drôle, en fait un matin où je suis partie au travail de façon certainement un peu automatique. Et puis, pour ma petite route de campagne, les premiers kilomètres sont des petits virages en descente. Et il y a un virage où je me suis dit, allez, vas-y, laisse partir ta voiture, va dans le décor, à quoi ça sert de continuer? Et là, on se dit, non, c'est plus possible. Alors, heureusement, hein, mon volant a pas tourné, j'ai gardé bien ma route. Je pense que j'aime tellement mes proches et mes proches sont tellement là pour moi toujours que ça m'a empêché de faire, de faire ça. Mais c'est pas tout de suite, hein, c'est quelques jours après, je me suis dit c'est plus possible quoi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je trouve une solution parce que ça devient urgent, ça devient vital, tout simplement. C'est vital le burn-out. C'est si vous vous sortez pas de cette situation, c'est votre vie qui en dépend. Et c'est vrai qu'il y a eu un point de non-retour. Donc une de mes chefs, un jour, pensant être très drôle, on partageait notre bureau en fait toutes les deux et quand je suis rentrée dans le bureau, elle était avec une autre personne en train de travailler sur de la planification, je ne sais quoi. Et j'ai eu l'impression de les déranger, donc simplement par politesse, je suis quelqu'un d'assez poli, plutôt attentionné par rapport aux autres. Et j'ai simplement posé la question est-ce que je peux m'installer? Est-ce que je vous dérange? Et j'ai eu la réponse vous ne me dérangez pas si vous vous asseyez là et que vous vous taisez. Et en fait, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, le point de non-retour. Et ce jour-là, donc je suis repartie. En fait, je me suis assise un peu automatiquement parce que j'étais un peu sonnée par cette réflexion qui a été dite ensuite que c'était de l'humour et qu'elle pensait pouvoir me faire cette réflexion d'humour à moi qui en avait tant. Et en fait, cette réflexion, ça a été ça qui m'a décidé vraiment à partir, à arrêter. Je me suis dit non, là c'est terminé, je ne peux plus me laisser parler comme ça, c'est fini. En gros, ce travail ne me mérite pas. Et ça m'a vraiment sauvée en fait. Donc merci à vous madame de m'avoir fait cette réflexion idiote parce que grâce à ça en fait ça a été l'électrochoc qui a fait que j'ai renoué avec ma personnalité. Il y a eu tellement de choses que j'aurais du mal aujourd'hui à identifier un moment clé, un moment charnière qui a vraiment tout précipité. Je crois que c'est vraiment une accumulation qui a fait que la cocotte minute a complètement débordé. J'ai du mal à identifier, à isoler un seul événement. Je crois pas qu'il y ait vraiment particulièrement de point de non-retour. C'est un moment, c'était une évidence. Mon corps m'a parlé, j'ai eu des manifestations somatiques assez importantes. C'est plus une discussion en fait avec mon épouse qui m'a poussé en fait à aller consulter et aller un petit peu en parler. Voilà, je suis passé par différents biais, hein, médecine du travail, psy, etc., médecin, mais en tout cas voilà, il n'y a pas de points de non-retour, d'événements isolés, il y en a plein en fait. C'est une accumulation. D'accord. Et est-ce que vous êtes encore suivi actuellement pour ça? Donc par rapport aux thérapies ou aux prises en charge, donc mon médecin traitant a été toujours à l'écoute, mais les médecins traitants ont quand même la particularité de fournir des médicaments. Donc pour moi, ça a donc été le Stresam qui n'a pas été efficace, mais elle a été très très à l'écoute. Je pense qu'elle avait tout à fait compris la situation. Et puis j'ai un psychologue aussi qui nous a aidés avec mon mari lors de la situation, c'était une situation médicale par rapport à mon mari. On a eu besoin d'être aidés en couple. Et ce psychologue, je l'ai revu lorsque ça commençait à pas aller. Et lui, 6 mois avant que je parte, m'a dit je crois que vous êtes déjà parti de votre travail. Et pour moi, c'était non, je pouvais l'entendre, hein, mais je ne le croyais pas du tout. Et puis quand je suis partie, quand vraiment vraiment le burn-out s'est précisé, je me suis dit bon, il avait raison. Donc c'est pas quelqu'un que j'ai revu. En revanche, j'ai été aidée par plein de petites choses pour m'en sortir. J'ai déjà renoué beaucoup beaucoup avec la nature et la nature, mes animaux, c'est quelque chose de très important pour moi. Je me suis beaucoup reposée, je me suis beaucoup écoutée, enfin.
Et puis j'ai refait un petit peu de danse et j'ai fait aussi de la rigologie, ce qu'on appelle aussi le yoga du rire, mais je sais que c'est très controversé, donc ça m'a fait du bien. Vraiment, voilà, de tout ce genre de petites thérapies. J'ai fait quelques petits ateliers sur les 5 sens, des choses comme ça. Et ça, vraiment, je pense que c'est très important. Alors, je pense à présent que c'est un peu tard, que quand il faut se reconstruire, c'est déjà un petit peu tard pour passer à tout ça. Il faut penser à mettre ça en place en prévention. Quand on commence à ne plus jamais prendre de temps pour soi, pour s'écouter, pour faire des choses qui nous font plaisir, il faut prendre ce temps. Voilà. Donc la prévention, pour moi, il faut s'écouter, il faut faire les choses qui nous plaisent, faire du sport ou des activités ou des activités artistiques, du chant, de la danse, de la musique, je ne sais quoi, mais plutôt en prévention. Je pense que quand il faut se reconstruire, c'est déjà un peu tard pour passer à ce genre de thérapie. Alors c'est difficile. J'ai effectivement consulté plusieurs spécialistes. J'ai essayé d'entamer quelque chose parce que pour moi, ce n'était ni une finalité ni un plaisir d'être dans cet état de fait. J'ai vu un psychologue. Ça ne m'a pas forcément parlé. J'ai vu 2 psychiatres qui, dès les premières séances, ne m'ont pas forcément inspiré confiance. Alors je sais qu'on dit souvent qu'il faut du temps pour trouver le bon spécialiste, qu'il faut passer par plein de rendez-vous, plein de spécialistes différents. Bon, pour autant, je crois que cette solution un petit peu... comment dire, celle vers laquelle on a tendance à aller le plus facilement, c'est-à-dire le circuit classique des psychologues ou des psychiatres, ne me convient pas forcément, et du coup j'ai envie de continuer un travail sur tout ça, parce que je crois qu'il y a des choses à aller exhumer pour pouvoir les faire sortir, pouvoir s'exprimer sur toutes ces choses et puis pouvoir les mettre à distance. Donc je pense à des solutions un peu plus alternatives, la kinésiologie, l'hypnose, etc. Donc ça c'est des choses que je vais mettre en place par la suite. Ouais. Alors selon vous, un burn-out, ça peut durer combien de temps? Au départ, je pensais que ce serait 6 mois. On m'a parlé ensuite d'1 an. Je me suis dit, oh, ça fait long, 1 an quand même. Et puis, au final, là, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai démissionné quasiment. Et donc, un peu plus de 2 ans de cette situation. Alors, bien sûr, c'est pas du tout aussi difficile que quand je suis partie. Je me suis bien reconstruite depuis. Mais je pense effectivement être encore un petit peu fragile. Donc oui, c'est quelque chose de très long, le burn-out. C'est quand même des années de votre vie où vous ne fonctionnez pas à 100%. Et c'est dommage de ne pas arriver à prévenir ça. Parce qu'une fois qu'on est en burn-out, là, voilà, c'est la reconstruction qui est longue à faire. Donc la prévention me semble le plus important. Oh, je crois que ça peut être très très long parce que bien que certains et certaines le prennent comme une espèce de phénomène de mode, je crois que c'est réel et je crois que c'est surtout quelque chose de... Je pense qu'il faut énormément de temps pour s'en remettre parce que burn-out, enfin voilà, burn, quoi, tout est littéralement brûlé à l'intérieur, vraiment. Et c'est-à-dire que plusieurs événements, des personnes ont mis à mal voilà, notre confiance en nous, notre façon d'être, etc. Et je crois que ça peut durer très très longtemps. Je crois même qu'on en... Alors ça c'est ma conviction profonde, c'est mon interprétation. Je dis pas que je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais je crois qu'on n'en guérit jamais réellement. Je crois qu'on arrive à passer au-dessus de tout ça, mais au bout de... Pour moi, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, c'est pas pour moi invraisemblable de dire qu'un burn-out peut durer tout ce temps. Ça peut se compter en années, je pense. Et je crois qu'il y a toujours une part de nous qui est fêlée, dans tous les cas, jusqu'à la fin de notre vie, une fois qu'on en a connu un. C'est juste qu'à un moment, on arrive à surpasser tout ça, parce qu'on a juste le regain d'énergie suffisant pour voilà, se relancer dans autre chose. Mais pour moi, ça peut être très 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 long. Et est-ce que vous avez ressenti du jugement de la part des autres suite à votre burn-out, alors que ce soit vos collègues, votre famille, etc. Alors parfois j'ai senti que j'étais un peu jugée sur ce burn-out, donc au départ je ne disais pas le terme en fait, je n'utilisais pas ce terme. Je disais que j'étais surmenée, que j'en avais ras-le-bol, que j'avais beaucoup de trajets en plus, qu'à mon âge c'était fatigant, enfin voilà, toutes ces petites excuses que je m'étais construites pour pouvoir dire d'une façon pour moi
entendable, acceptable, que ça n'allait pas, mais c'était pas un burn-out. Maintenant, je sais qu'effectivement, c'en était un. J'ai eu par la suite une connaissance qui était DRH et qui, elle, a tout de suite vu et m'a dit vous avez fait un burn-out. Et oui, et ça m'a fait du bien quand elle me l'a dit parce qu'il n'y avait pas de jugement. Elle voyait la situation, on était dans une autre situation professionnelle. Elle prenait en compte ça, mais en me laissant ma chance pour autre chose. Et je me suis dit oui, effectivement, voilà, je peux le dire maintenant. Mais j'avoue que même aujourd'hui, j'ai toujours du mal un petit peu à avouer, on va dire avouer. C'est lourd, quoi, de dire j'étais en burn-out parce qu'on a l'impression que les gens vont plus investir en vous comme auparavant. J'étais toujours solide, on pouvait toujours me charger du travail, des choses. Et c'est difficile d'accepter qu'on a cette fragilité. Et puis j'ai eu une petite réflexion aussi, un ami, sans penser à mal, quand je lui ai dit j'ai fait un burn-out, il m'a dit ah oui, ça c'est à la mode. Alors cette petite réflexion, elle a été très très blessante. Je n'en veux pas du tout parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour d'autres choses et je pense que c'est quelqu'un d'une autre génération et qui ne peut pas comprendre en fait la charge qu'on peut avoir. Alors je sais pas si c'est une charge mentale, en tout cas au travail c'est sûr que j'ai eu cette grosse charge mentale, à la maison aussi. Donc penser à tout, partout, pour tout le monde, au travail et à la maison. Parfois oui, peut-être ça, effectivement ça conduit à ce genre de situation, au burn-out. On ne peut pas toujours se battre sur tous les fronts. Une seule personne, c'est trop lourd. Donc par la suite, après ma démission, j'ai fait un gros tri dans les personnes de mon travail, si je peux dire mes collègues, parce que je pense que j'ai pas du tout, pour certains collègues, mais vraiment pas du tout été aidée, ou je me suis sentie très seule en fait. Alors c'est vrai que je faisais partie de plusieurs équipes, ce qui est très compliqué parce que en fait quand vous faites partie de plusieurs choses, vous faites partie de rien. Et en plus, j'étais un peu dans l'encadrement, donc on se méfiait certainement un petit peu de moi par rapport à mes relations avec les chefs. Donc au final, j'étais très seule. Donc, c'est des postes très compliqués, ça, quand on est entre les équipes et le chef et intermédiaire, parce qu'en fait, on peut pas se confier aux équipes, parce qu'il faut pas les démotiver, et on peut pas se confier aux chefs, parce que on fait un peu partie d'eux, donc ils vont vous dire, c'est un peu marche ou crève, quoi. Et moi, clairement, j'étais pas faite non plus pour ce rôle de chef, qu'on m'a fait endosser gentiment en me rajoutant de jour en jour des tâches. Donc les relations avec les chefs, pour une chef, j'en ai plus du tout. J'ai vraiment coupé complètement les ponts. Pour un chef, je l'ai revu depuis, mais je pense que voilà, on sait l'un comme l'autre qu'on ne peut plus rester en contact parce que nos deux mondes sont devenus complètement différents et je pense que quand même au fond de moi j'ai quand même un peu de rancœur contre lui, contre certaines situations, voilà. Et puis je préfère ne plus savoir ce qui se passe au travail parce qu'à chaque fois ça me blesse en fait. Quand j'entends des choses, que mon travail était repris par telle ou telle personne, que mon travail était plus ou moins bien fait, parce que dès qu'on est parti, évidemment, tant qu'on est là, tout va bien, on vous charge, et puis quand vous partez, on s'aperçoit que non, vous pouviez plus gérer, donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas dans ce que vous avez laissé, et ça, c'est très très blessant. Quand on commence à se reconstruire et qu'on vous dit que le travail qui a été repris, voilà, ceci, cela, ça va pas, il y a un petit dossier qui a mal rangé, machin, vous avez simplement envie de les insulter, quoi. Donc après ce grand tri, j'ai gardé quelques personnes qui étaient vraiment chères à mon cœur, mais donc, dont une collègue avec laquelle je travaillais sur le domaine vraiment médical qui me tenait tant à cœur. Alors je sais que malheureusement depuis, j'ai su que en particulier la DRH avait fait elle aussi un burn-out, que cette collègue était aussi en épuisement du travail, donc en ce moment elle est en surmenage, en arrêt, mais pendant un mois, donc un surmenage où on a un arrêt d'un mois, c'est déjà du bon surmenage, pour moi la même situation la guette, et puis voilà quoi, donc et en fait on n'a pas non plus envie, les personnes qui sont dans l'enthousiasme du travail, qui croient encore au projet, on n'a pas envie non plus de les dégoûter de leur travail, donc j'ai pas eu du tout envie d'avoir ce rôle de dire oui, restez pas là, ils sont mauvais, ils sont méchants. Non, après, chacun fait son propre jugement. Moi, ça ne me correspondait plus. Cette façon de fonctionner, cette façon de travailler qui oubliait l'humain alors qu'on travaillait purement sur de l'humain.
Franchement, non, ça ne pouvait pas me correspondre. Ça n'était pas moi. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut tout à fait aller, quoi. Ça peut leur correspondre. Alors tout le monde a été plutôt, en tout cas dans mes proches, plutôt bienveillant, hein. Personne ne m'a... j'ai eu quelques plaisanteries ci et là, genre oh, bah, tu profites du système, etc. Mais bon, c'était bon enfant et je savais très bien que c'était juste pour dédramatiser et que c'était pas sérieux. Les réactions, en règle générale, ont été extrêmement bienveillantes parce que les gens connaissent de plus en plus ce burn-out, ça s'est énormément démocratisé ces dernières années et on sentit qu'il y avait vraiment une problématique, que c'était pas juste de... Parce que les gens me connaissent aussi, mes proches me connaissent et savent très bien que je suis pas du genre à me laisser abattre à la moindre occasion et que c'était pas du flan, quoi, tout simplement pour parler un peu crûment. Les réactions, je dirais un peu moins bienveillantes, venaient de mes collègues directs qui ont eu l'impression que je simulais ou que j'essayais de me tirer de quelque chose. Mais voilà, c'était tellement pas la majorité des réactions autour de moi que voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu touché sur le coup et puis que j'ai réussi à mettre vite à distance parce que j'avais bien d'autres choses à régler. Selon vous, existe-t-il des stratégies de prévention du burn-out autour de pratiques telles que le yoga, la méditation, etc. Est-ce que selon vous, il y a des choses qui peuvent permettre à un moment d'éviter la situation de burn-out ? Alors, le yoga et la méditation, pour moi c'est une évidence que ce sont deux éléments qui peuvent aider dans ces situations de burn-out quand on est dedans. En termes de prévention également, mais je crois que la prévention elle est surtout à faire dans les entreprises, auprès des équipes de managers, auprès des équipes cadres, parce que bien souvent c'est ce que provoque la charge de travail qui va provoquer ce burn-out. Donc yoga, méditation, etc. sont effectivement des pistes très intéressantes, aussi bien quand on est dedans que avant. Après c'est difficile en soi-même de prévoir qu'on va être en burn-out ou qu'on pourrait... Ce qui n'empêche pas, effectivement, d'être dans cette démarche, de faire régulièrement de la méditation, parce que c'est vraiment rentrer en soi, c'est vraiment aller chercher des choses et à l'intérieur, et puis les exhumer pour les faire ressortir en quelque chose de positif. Donc, pour moi, c'est une évidence que, aussi bien pendant que avant, c'est des pistes intéressantes. Pour moi, si on parle vraiment en tout cas de prévention du burn-out, pour moi c'est surtout auprès des équipes de managers, auprès des équipes de cadres, quel que soit le métier, quelle que soit la profession, quelle que soit l'entreprise, mais des journées de sensibilisation avec des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, qui viendraient échanger avec, alors, et les équipes aussi, et les employés bien évidemment, mais qui viendraient aussi former les cadres pour éviter ce genre de situation, parce que je crois que nombre de cadres et de managers se rendent pas compte parfois de la pression qu'ils peuvent mettre sur leurs employés, sur leur... voilà. Pour moi, ça serait très important de créer ces journées-là, en termes de prévention du burn-out. Et est-ce que vous avez pris le temps de comprendre ce qui vous est arrivé avant de reprendre le travail et quel est le sentiment qui vous domine actuellement ? Donc ensuite, il faut tourner la page et puis je disais souvent changer de livre carrément. Donc j'ai eu la chance, vraiment la chance, parce que donc après une démission, on n'a pas d'allocation et en fait comme j'ai fait divers petits boulots et puis j'ai été très bien accompagnée par une conseillère Pôle emploi qui a été à l'écoute, je pense que pas elle-même mais dans son entourage, quelqu'un avait été touché par un burn-out et du coup j'ai eu cette chance que cette personne connaisse un petit peu les ficelles du burn-out et elle m'a donné des pistes. En plus, elle m'a proposé un projet qu'ils appellent Active Projet, qui est un ensemble de rendez-vous, de mise en situation, de tests de personnalité. Et j'ai été accompagnée par 2 personnes, un peu de psychologie du travail, accompagnement du travail, qui étaient vraiment top. Et avec les tests, en fait, je me suis aperçue que oui, j'étais complètement partie à côté, mais totalement à côté de mes aspirations premières dans mon métier. Et que, au final, mon métier ne me correspondait pas du tout. Et que c'était pas étonnant que je sois en mal-être total. J'étais à côté de la plaque. Donc j'ai démissionné en fin juin 2018. Et dès le mois d'août 2018, j'ai retravaillé un petit peu.
dans un tout autre domaine. En fait, j'ai retravaillé en garde d'enfants à domicile. Et puis, donc j'avais déjà exercé des métiers avec les enfants beaucoup plus jeunes. J'avais été dans une école maternelle, j'avais été assistante maternelle à mon domicile quand ma fille était toute jeune. Et j'avais essayé aussi de réussir un concours d'entrée dans une école d'éducateurs de jeunes enfants, mais que j'avais raté. Concours très difficile. Et voilà. Et ensuite, j'avais fait le choix de cette profession pour des raisons, on va dire, économiques, pratiques, familiales. Et je pensais que secrétaire médical, ça répondait vraiment à mes aspirations. Et voilà. Donc après, il y a des choix, bien sûr, qu'on fait dans la vie et on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut, malheureusement, professionnellement. Donc, ce nouveau métier de garde d'enfants à domicile m'a aidé à renouer justement avec ma personnalité parce que j'aime tant jouer avec les enfants, parler avec eux et échanger avec eux. Et je pense qu'ils ont été pour moi une source immense de reconstruction, de renouveau. Et on a fait beaucoup d'extérieurs, de promenades, de visites. J'ai eu la chance de travailler dans une famille où j'avais beaucoup de liberté dans les choix de ce que je faisais avec les enfants, bien qu'ils aient beaucoup d'activités. Et j'ai bénéficié aussi de beaucoup de respect. J'étais très bien dans cette famille. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire tranquillement, doucement, en faisant des choses très pratiques comme de la cuisine, de la promenade, voilà, des jeux, des chants. Et c'était une source de joie infinie. Le sentiment actuel, je dirais grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse, mais je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai encore au fond de moi vraiment cette tristesse. Alors en plus, le jour où je vous parle, on est en confinement, il y a l'épidémie, donc c'est vrai que dans cette période où moi j'étais en reconstruction complète, où je faisais de nouveau des projets professionnels peut-être autres, donc actuellement je suis en formation petite enfance, mais j'avais d'autres projets, et bah, du coup c'est, allez, de nouveau un bouleversement. C'est une situation que je vis peut-être difficilement, mais comme beaucoup de personnes. Donc j'ai quand même beaucoup de confort. Je suis dans une maison à la campagne. Donc voilà, cette histoire de confinement, en fait, ça bouleverse de nouveau un petit peu les choses. Mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, j'éprouve cette grande tristesse. Mais je pense quand même que pendant longtemps encore, j'aurai cette tristesse au fond de moi. Et d'ailleurs, récemment, une personne que je connais depuis très peu de temps, m'a dit quand tu es perdu dans tes pensées, on voit beaucoup de tristesse sur ton visage. Et c'est quelque chose que pour l'instant, je crois qu'on ne voyait pas. Je pense plutôt que j'avais un visage assez drôle ou joyeux. Et cette tristesse, vraiment, je pense qu'elle fait partie à présent de moi. Alors, j'ai pas encore repris le travail pour ma part, mais j'ai quand même un projet professionnel pour la suite, bien évidemment, qui va se mettre en place, mais pour ça, il faut déjà que je me détache de cette entreprise, hein, puisque pour l'instant, je suis encore salarié là-bas et officiellement en arrêt de travail. Euh, je crois que j'ai compris certains éléments, mais que j'ai encore besoin de travailler là-dessus. Après, j'essaie de pas non plus ne penser qu'à ça, parce que très vite, des éléments remontent, des événements qui se sont passés au sein de mon entreprise, etc., qui m'ont mené à cette situation-là, puis du coup l'angoisse vient également avec, et du coup c'est très, très difficile après de... Donc j'essaye de... Souvent, dans mon esprit, je pars en analyse, hein, je me dis, bon ben voilà, si j'ai vécu telle chose, si j'ai réagi de telle façon, mais j'essaye surtout de... Ça, j'aurais envie de le faire au moment où j'aurais trouvé la bonne façon de... Pas de régler tout ça, mais en tout cas d'y travailler, comme je le disais tout à l'heure, par la kinésiologie, pardon, par l'hypnose, etc. Là, ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de me recentrer sur moi, sur ma famille, sur mes proches, sur mes projets artistiques également, et puis de commencer effectivement à dessiner un petit peu mon projet professionnel futur, qui est de me mettre en indépendant. Dans le domaine du graphisme, etc., fait plein d'autres choses. Donc le sentiment qui me domine actuellement, c'est que j'ai pris une bonne décision, parce que c'est quelque chose que je refusais avant de me mettre en arrêt, alors que j'étais déjà dans des grandes difficultés, que je le reconnaissais à moitié, on va dire, mais que je refusais de le faire. Là, aujourd'hui, là, ça fait maintenant bien 2 mois que je suis dans cette situation d'arrêt de travail par rapport à mon entreprise, et je crois que c'est la meilleure décision à ce jour.
cette prise de recul et cette mise à distance, parce que je crois que j'allais réellement au casse-pipe. Vraiment sans rire, quoi. Et est-ce que selon vous, il y a un avant burn-out et un après burn-out? Alors il y a forcément un avant et un après. Un avant parce que jamais on pourrait, je crois, imaginer qu'on se retrouve dans de telles situations. Même si on n'est pas dans le discours de dire que ça n'existe pas, etc. Pour moi, c'était une évidence que le burn-out existait et que plein de gens le vivaient et que c'était extrêmement difficile de s'en remettre. L'avant, oui, parce que pour moi, au départ, ce travail, c'était l'Eldorado, quoi. Ça faisait des années que j'allais de CDD en CDD parce que sur la place du marché des éducateurs spécialisés, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus au final pour de vrais CDI. Là, c'était enfin le CDI, ce qui allait tout d'un coup apporter une certaine stabilité financière, voilà, économique, avec un revenu fixe, avec un peu une sécurité de l'emploi quelque part. Et puis à l'après burn-out, en fait, on se rend compte que finalement, c'était pas du tout la solution parce que cette stabilité, on peut pas l'avoir à tout prix. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le plus important au final. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Alors, je dis pas après ce burn-out parce que je pense que je suis encore en plein dedans, même si des choses commencent à se décanter, mais il y aura un après où je me dirais que, ben voilà, finalement, cet Eldorado, c'était pas tellement l'Eldorado et c'était plutôt un cadeau empoisonné. Donc oui, pour moi, il y a un avant et un après burn-out très clairement. Et pour finir, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un en burn-out ou quelqu'un qui est proche du burn-out? Donc oui, j'en suis sortie. 2 ans après, on va dire, oui, j'en suis sortie. Mais je reste très fragile. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper émotif, m'exprimant beaucoup par le pleur, c'est pas trop la peur, c'est plutôt beaucoup de sentiments toujours exacerbés. Voilà, la tristesse, le chagrin, ça a toujours été, et la joie se sont toujours exprimés d'une façon très forte chez moi. Je suis le genre de personne qui, quand j'assiste à un concert, au début, quand la musique commence à envahir la salle, ça me fait tellement frissonner de partout que j'en pleure. Donc j'ai jamais pu aller voir ma fille à un spectacle de danse sans être en larmes. Même les enfants que j'accompagne, si je vais les voir jouer de la musique pour simplement une audition, je pleure. Donc maintenant j'avertis les gens, ne vous inquiétez pas, je pleure, c'est comme ça, je suis certainement hyper émotive. Donc le burn-out n'arrange pas du tout ça, c'est certain. On est encore plus à fleur de peau. Et puis en plus, maintenant, j'ai pas du tout envie de retenir ça. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Et si j'ai envie de pleurer, si j'ai envie de rire aussi, parce que je peux très bien aussi exprimer un rire éclatant comme ça à un moment donné qui peut être parfois mal perçu par des gens qui sont moins expressifs. Mais en fait, voilà, je ne veux plus retenir ça. J'ai appris ça aussi avec la rigologie, à ne plus retenir mon rire. Ça fait du bien, autant quand on a envie de rire, mais que ça éclate, que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc voilà, le conseil que je pourrais peut-être donner, c'est surtout ça. C'est en fait écouter vraiment ses sentiments, les exprimer. Et puis tenir compte aussi de l'urgence. C'est pas parce que c'est insidieux tout ça. On est dans une situation, on se sent pas mal et puis on se sent pas trop bien, on sait pas trop. Et au final, non, 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 c'est urgent. C'est pas en termes de semaines ou de mois. Il faut pas attendre. Quand vraiment on se sent à ce point mal, il faut pas attendre la rupture physique. Il faut pas attendre que votre corps vous dise un matin au petit déjeuner, non, non, je peux pas y aller, je peux pas me mettre derrière le volant, je peux pas me mettre derrière l'ordinateur. Il faut pas attendre ce moment-là. Il faut prévenir. Donc n'hésitez pas à consulter. En fait, quand vous commencez vraiment à être en mal-être, alors déjà vous faire aider peut-être par des petites thérapies ou de l'exercice physique ou des choses comme ça, renouer avec votre vraie nature, faire du dessin, faire de la musique, faire du bricolage, faire du jardinage, je ne sais quoi. Et si ça suffit pas, vraiment consulter. Donc consulter un médecin simplement. Alors la médecine du travail pour moi ça n'a pas été salvateur parce que quand j'étais en plein burn-out, je l'ai tout à fait bien caché en fait. Je pense qu'on a un pouvoir énorme quand on est dans cette situation-là à cacher notre mal-être
Et d'ailleurs, au travail, je pense que beaucoup de personnes ont été surprises de me voir partir parce que on me l'a dit en plus. On m'a même dit, tu cachais bien ton jeu. C'était pas un jeu, je vous assure. C'était pas du tout quelque chose d'amusant. C'était plutôt douloureux. Mais on sait très bien le cacher. Donc non, on se met à jour, on ne le cache pas, on le dit à ses proches. Parce que nos proches vont nous obliger à faire quelque chose. Quand ils vont savoir, connaître l'urgence vitale que c'est, ils vont nous obliger à faire quelque chose. Et ça va être vraiment salvateur. Donc on s'écoute, on consulte, et puis on prend les devants. On n'attend pas d'être dans une situation critique parce que de toute façon, on a des tas de bonnes excuses. L'argent, la situation, les enfants, etc. Mais non, on sauve sa peau. Voilà. Et puis surtout, on prend conseil et on se fait prendre en charge parce que c'est vraiment une maladie, le burn-out. Vraiment, vraiment. Et c'est urgent. Et puis, en tout cas, bon courage à tous et j'espère que mon témoignage pourra vous apporter quelque chose, pourra vous apporter le fait de réaliser que quelque chose ne va pas et puis surtout pourra vous apporter d'aller mieux et de vivre votre vie vraiment pleinement. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui est en burn-out ou très proche de l'être en tout cas, c'est surtout de ne pas écouter les gens. Les gens malveillants en tout cas, qui vont venir leur dire quand t'es sûr que t'en fais pas un peu trop, attends quand même, t'exagères pas un petit peu, le burn-out c'est ceci, le burn-out c'est cela, c'est une mode, voilà, surtout de ne pas écouter ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'écouter ces phrases-là. On est déjà dans un sentiment de culpabilité assez fort quand on est en burn-out, alors vraiment ça n'arrange rien, et puis surtout de prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de vivre, et d'écouter surtout leurs proches en fait, les proches qui les connaissent bien et qui sont là pour eux, parce que je pense que ça peut être une aide. Et s'ils sont vraiment seuls face à tout ça, en tout cas d'écouter leur corps, parce que le corps parle énormément, et je crois que les manifestations somatiques, alors je sais pas, je parle pour moi, peut-être que c'est pas le cas chez tout le monde, mais je crois que les manifestations somatiques sont quand même très très importantes, et permettent de voir qu'il y a un problème quelque part. Donc vraiment de s'écouter, d'écouter leurs proches, et puis de ne pas hésiter surtout à consulter. Voilà, il faut surtout pouvoir... alors, le mieux c'est quand même d'avoir un médecin traitant, effectivement, avant de parler de thérapie, etc., de partir sur un psychologue, un psychiatre, mais d'avoir déjà une relation de confiance avec son médecin traitant, et puis essayer déjà d'en discuter avec lui, voir ce qui se passe, essayer d'identifier les problèmes, et puis ne pas hésiter à faire ce test, ce fameux test sur l'épuisement professionnel, qui est pas pris au sérieux par tous les professionnels, j'ai pu le constater, mais qui pour moi a permis d'identifier vraiment l'essentiel. Alors merci à vous deux pour vos témoignages. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt.